Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Dr Serge Rafal. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé de Radio J. On est heureux de vous accueillir et on est heureux d'accueillir pour cette émission exceptionnelle. Chaque semaine c'est une émission exceptionnelle, mais là c'est encore plus exceptionnel. On a deux invités, Nicolas. On a deux invités pour je dirais pas pour le prix d'un, mais c'est presque pareil. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Lucie Joly, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et Trousseau, et le docteur Hugo Bottemann, psychiatre également, mais à l'hôpital de Bicêtre. Vous êtes co-auteurs tous deux d'un ouvrage captivant, La dépression au féminin, sous-titré Démystifier, comprendre, guérir, paru aux éditions du Rocher. Vous aviez déjà été nos invités en novembre 2022 pour votre premier ouvrage, Dans le cerveau des mamans, également aux éditions du Rocher, qui nous plongeait déjà, Serge, dans le fonctionnement du cerveau et de ses bugs surtout. Voilà. Vous complétez et approfondissez cette réflexion surprenante. On est ravis de vous accueillir et on va pouvoir le constater toutes et tous ensemble. C'est la première partie du grand entretien avec le docteur Serge Rafal. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Docteur Joly, docteur Bottemann, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau. Vous avez été, comme l'a rappelé Nicolas, nos invités en 2022 pour votre ouvrage Dans le cerveau des mamans. Vous y évoquiez déjà une notion qui nous avait à la fois passionnés et troublés, le fonctionnement prédictif du cerveau, mécanisme incroyable sur lequel nous allons bien sûr revenir. Vous êtes tous deux psychiatres de la périnatalité, une spécialité à l'interface de la psychologie, l'obstétrique, la pédiatrie, les neurosciences. Nous axerons par conséquent principalement notre entretien sur les troubles de la périnatalité. Nos auditeurs pourront découvrir dans votre livre bien d'autres termes qui couvrent l'ensemble de la santé mentale des dames. Je vous propose donc de revenir sur le fonctionnement incroyable du cerveau, puis de nous apporter votre éclairage sur la dépression chez les dames, qu'elle soit anté, per ou postnatale. Alors, si vous le voulez bien, quelques chiffres et spécificités de la dépression, sa prévalence. Alors la dépression, c'est aujourd'hui un trouble qui a une prévalence dramatique à travers le monde, pas uniquement dans les pays développés d'ailleurs, c'est une prévalence qui est mondiale. On dit qu'il y a à peu près 350 millions de personnes qui souffrent de dépression, 5% de la population à un moment donné, si on fait une estimation à un moment donné. Et puis au cours de la vie des femmes, il va y avoir des cycles qui vont être associés aussi à des moments de vie associés à plus de dépression, au début de l'adolescence, pendant les grossesses, et puis dans la période de préménopause. Donc on a à la fois un visage global mondial de la dépression et aussi un visage féminin de la dépression, et c'est ce qu'on a essayé de détailler dans cet ouvrage. Vous expliquez que la dépression frappe de plus en plus tôt dans l'existence. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la dépression, c'est un trouble qui est bien plus complexe finalement que la tristesse qu'on peut avoir dans nos représentations en général. Et en fait, elle peut donc avoir plusieurs visages, cette dépression. Et ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est que la dépression au féminin, elle a des caractéristiques spécifiques. Il y a bien évidemment des symptômes qu'on va décrire comme classiques, comme celles qu'on décrit chez la dépression chez les hommes, donc avec une tristesse de l'humeur, une douleur morale et d'autres symptômes. Mais en fait, dans la dépression au féminin, il va y avoir des symptômes qu'on va décrire comme atypiques On va le voir, bien sûr. Alors, on est frappé par le fait que la dépression, vous l'expliquez, elle touche plus souvent les dames que les messieurs, presque 2 fois plus de risques. Il y a des facteurs, bien évidemment, biologiques qui expliquent ça, mais la biologie aussi n'explique pas tout et il va y avoir aussi des facteurs socio-culturels dont on va parler. Et la moitié des cas ne sont pas diagnostiqués. Donc, quand vous donniez des chiffres, en fait, on était probablement sous-estimé. Il y a un sous-diagnostic. Les critères de dépression, ils sont extrêmement simples. Il faut avoir des symptômes pendant plus de 15 jours. Et ces symptômes, donc, c'est soit, comme disait Lucie, une tristesse, une douleur psychologique, soit une anédonie, c'est-à-dire un manque de plaisir, ou l'un des deux, ça peut être l'un des deux ou les deux, associés à des symptômes qui vont toucher le corps, qui vont toucher l'esprit, qui vont toucher l'alimentation, qui vont toucher le sommeil, donc l'insomnie, une anorexie, un ralentissement du corps et de la pensée, des troubles de la mémoire, par exemple, des idées suicidaires et des croyances, cognitions dépressives négatives.
Vous voyez que ces symptômes, en fait, ils sont facilement assez répandus, notamment quand on a une expérience professionnelle difficile, quand on a une rupture, quand on a un facteur de stress prolongé, eh ben, on peut avoir ces symptômes-là qui apparaissent et le diagnostic n'est pas toujours fait de dépression. Et pourtant, Ouais. c'est une vraie dépression. Vous expliquez qu'on fait plus facilement le diagnostic de dépression chez une dame parce que les messieurs ont tendance en fait à attribuer leurs symptômes à d'autres facteurs. Ah oui, les femmes ont plus tendance à verbaliser leurs difficultés, leurs problèmes aux professionnels. Les hommes vont plus se renfermer dans, par exemple, des transgressions ou des addictions. Et en fait, dans la représentation en général, c'est compliqué à identifier. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que la dépression est sous-estimée chez les hommes, mais ça n'explique pas le fait que ça soit 2 fois plus fréquent chez les femmes. Alors, on va venir à deux mécanismes qui sont très importants, très, très étonnants, qui sont nouveaux, la plasticité cérébrale, et puis la perception des signaux corporels et leur traitement par le système nerveux. Alors la plasticité cérébrale, elle est présente tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on a tous des remaniements de l'architecture de notre système nerveux. Vous En dites que c'est fonction- une machinerie impressionnante. Exactement. En fonction de nos expériences, on a une sorte de remodelage constant en fait de la façon dont les neurones communiquent entre eux. Et ça, c'est associé aussi à des changements dans notre personnalité, dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos croyances sur le monde. Et pendant la période périnatale, donc la période de la grossesse et après dans le postpartum, on a une explosion de cette plasticité, donc qu'on appelle la neuroplasticité périnatale, qui va être boostée finalement par les hormones, qui va être boostée par cette nouvelle expérience aussi, puis dans le postpartum, la rencontre avec le nourrisson, et qui va faire qu'on va avoir un remodelage encore plus important que les autres moments. Alors, Les chiffres que vous donnez, Dr Botman, sont impressionnants. Vous dites 250 000 neurones sont produits chaque minute au deuxième trimestre de la grossesse. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, l'ensemble de nos pensées, en fait, là, quand on pense à quelque chose, eh ben, c'est dû à ce remodelage. C'est-à-dire qu'à tout moment, notre cerveau se remodèle en fonction de ce qu'on perçoit, en fonction de ce qu'on entend, en fonction de ce qu'on ressent. Et donc, bien sûr, les expériences stressantes, les expériences qui sont particulièrement aversives, négatives, qui peuvent intervenir notamment pendant cette période-là, eh bien, elles vont avoir des effets sur ce remodelage, elles vont avoir des effets sur cette plasticité. Et c'est pour ça que les fenêtres de plasticité, notamment l'adolescence, le début du développement chez le nourrisson, c'est des fenêtres de plasticité. Eh ben, elles ont à la fois des effets très positifs, parce qu'elles permettent des nouveaux apprentissages, elles permettent d'encoder énormément de choses, et c'est aussi une fenêtre de vulnérabilité, de fragilité. Donc c'est pour ça que c'est une fenêtre qui est particulièrement difficile pour la santé mentale des femmes, cette période de la grossesse. Vous pouvez nous dire un mot sur la perception des signaux corporels et le traitement par le système nerveux central. Alors, il y a la proprioception, c'est le corps dans l'espace. L'extéroception, c'est nos cinq sens, la vue, le goût, l'audition. Et une notion que j'ai découverte dans votre ouvrage, qui est l'interoception. Alors ça, c'est une notion qui est fondamentale en neurosciences. Donc comme vous l'avez très bien dit, il y a l'extéroception, le monde extérieur, la proprioception, pouvoir bouger dans l'espace et connaître les résultats de ces mouvements. Et l'interoception, c'est tous les signaux qui viennent de l'intérieur de notre corps. En général, on considère que c'est tout ce qui est en dessous de la peau. Donc typiquement, le fonctionnement de nos viscères, le fonctionnement de notre cœur, le fonctionnement de notre intestin, notre estomac. Dont nous n'avons absolument aucune conscience. Nous avons une conscience très partielle. Si par exemple là, on demande aux auditeurs de se concentrer sur les sensations corporelles, d'essayer de deviner s'ils arrivent à connaître le nombre de leurs battements cardiaques, la rapidité de leurs battements cardiaques, ou s'ils arrivent à deviner si leur intestin grêle est contracté ou pas, ben un certain nombre vont pouvoir faire des hypothèses, se dire oui, je ressens un petit peu ça, je ressens une petite douleur, je ressens une gêne, ou je ressens quelque chose. Et puis il y a d'autres personnes qui vont rien ressentir du tout. Et selon les sexes, parce que vous expliquez que les dames ont une interoception plus faible que les messieurs. Alors ça, c'est des études qui ont été faites en neurosciences, notamment l'interoception, qui ont montré que les femmes n'ont pas des signaux qui soient plus faibles, mais ont des signaux qui sont plus imprécis. C'est-à-dire que, notamment, les hommes sont beaucoup plus capables de se baser sur des signaux internes pour savoir s'ils ont faim, pour savoir s'ils ont un manque de glucose, donc une hypoglycémie, alors que les femmes vont être plus à même de regarder des signaux externes, typiquement l'heure du repas, les contextes sociaux associés à cette ressource physiologique. Et donc, en fait, les hommes ont une précision interoceptive un peu plus grande. Ce qu'on sait, ça c'est une hypothèse de recherche à l'international qui est actuelle dans les troubles de l'humeur, c'est que les troubles de l'humeur et notamment la dépression pourraient être dus justement à ces dysfonctionnements interoceptifs et à une mauvaise lecture par le cerveau de ces signaux physiologiques, avec notamment une lecture de quelle est la réserve d'énergie que je peux avoir pour mettre en place des actions, me lever, aller travailler, ça va me demander de l'énergie. Et si le cerveau a une mauvaise lecture de tout ça, eh ben, il va créer des mauvais messages, la sensation de fatigue extrême, la sensation d'impossibilité de faire des actions. C'est des choses qu'on retrouve dans la dépression. Alors, on arrive à un fonctionnement cérébral très particulier qui est en fait basé sur des prédictions. Exactement. Et ça, c'est vrai que
c'est assez important dans la période de la grossesse et du postpartum. Par exemple, le système prédictif, il est essentiel pour qu'on comprenne mieux la phénoménologie des troubles psychiques pendant la grossesse et le postpartum. Le monde même, docteur Joly, vous dites, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, notre perception est constamment biaisée par ce que l'on attend, que l'on s'attend à percevoir. Exactement, et c'est vrai que par exemple dans la grossesse, c'est important de comprendre tout ça parce que par exemple il y a des femmes qui vont ressentir des mouvements du fœtus alors que finalement le fœtus ne bouge pas en échographie et inversement. Et nous, on essaie de voir si ça a un lien avec l'apparition après par exemple de dépression du postpartum ou de troubles de décompensation psychiatrique dans les suites de l'accouchement. Il y a une très belle étude en cours là, qui est faite par Marion Imbaud, donc, qui travaille avec nous dans le laboratoire, qui regarde justement la réalité, la précision des perceptions chez les femmes des mouvements du bébé. Et en fait, on se rend compte, quand on enregistre les mouvements et quand on demande le rapport subjectif des femmes sur ce qu'elles ont perçu, en fait, il y a une grande variabilité. Il y a énormément de femmes qui ressentent des mouvements qui ne sont jamais arrivés et plein de mouvements qui arrivent alors qu'ils ne sont pas du tout ressentis. Il y a une sorte finalement d'invisibilité aussi de ces mouvements du fœtus et d'hallucination parfois de mouvements qui n'existent pas. D'hallucination parce que vous dites le cerveau fonctionne de manière prédictive, il essaye de prévoir ce qui se passe dans le corps. Alors il connaît à tout moment l'état dans lequel se trouve le corps, il a mal, il a froid, il a faim, enfin ce que vous avez expliqué. Mais lorsqu'il ne reçoit pas l'information, il interprète les signaux qu'il reçoit et il modifie en fonction de ce qu'il s'attend à ressentir ou constater. Exactement, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle le syndrome du bébé fantôme. C'est ces femmes qui vont ressentir des mouvements du fœtus après l'accouchement, alors qu'il n'y a plus de bébé dans le ventre. Finalement, il va y avoir un défaut de mise à jour des croyances où les femmes vont interpréter par exemple les gaz intestinaux pour des mouvements de fœtus. Chez des femmes qui, jusqu'à l'accouchement, ne savent pas qu'elles sont enceintes. C'est le même mécanisme. Alors ça, c'est le mécanisme en miroir, finalement, qui est le déni de grossesse, ou des femmes qui n'ont pas de perception interoceptive, justement, du fœtus. D'accord, là c'est pas une mauvaise interprétation. Voilà, et la grossesse va passer totalement inaperçue, et donc ça va donner des dénis de grossesse. Mais en fait, c'est valable pour toutes les modalités sensorielles, pour la vision, pour l'audition, pour la gustation. Quand vous avez, par exemple, vous attendez à goûter un très bon vin et qu'en fait, on vous a fait une blague, c'est du vinaigre qui est à l'intérieur de la bouteille, et bien là, vous pouvez avoir pendant un moment la sensation du vin qui est présente, parce que votre cerveau va s'attendre tellement fortement à un signal que parfois il va générer ce signal. C'est pareil pour la vision. Si vous attendez à percevoir, parce que vous êtes à New York, des taxis jaunes et que c'est un taxi vert qui passe, pendant quelques secondes, vous allez peut-être le percevoir jaune. C'est des signaux qui sont en fait totalement modulés par les prédictions, les attentes qu'on a sur le monde. Dans la dépression, le rôle des hormones est important. Vous l'évoquez. Oui, bien évidemment, le rôle des hormones, les hormones vont rendre plus vulnérables. C'est surtout la sensibilité que les femmes vont avoir aux variations hormonales, en fait. Parce que très souvent, on dit il y a une chute des hormones, c'est pour ça qu'on est triste. En fait, non, c'est vraiment la variation, la sensibilité à ces variations qui va créer cette vulnérabilité. Donc, dans le postpartum, c'est un moment qui est quand même très, très compliqué, où une femme sur 5 va développer des symptômes de dépression du postpartum. Bien évidemment, à différencier du baby blues. Le baby blues, lui, c'est vraiment un état qui est physiologique, qui est transitoire, qui va durer que quelques jours après l'accouchement, qui ne va pas nécessiter de prise en charge spécialisée, de traitement médicamenteux. Une écoute attentive fera passer le moment compliqué. La dépression du postpartum, il faut vraiment qu'il y ait des symptômes qui soient là depuis plus de 15 jours, qui soient assez sévères, qui altèrent le fonctionnement de la mère et ses interactions avec son nouveau-né. Il faut vraiment, vraiment le prendre en charge parce que le suicide maternel est la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez été un petit peu trop vite. Quand je parlais des hormones, j'évoquais le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel. Alors là, on n'est pas tout à fait sur la périnatalité, mais c'est important parce que c'est très fréquent et j'aimerais que vous nous expliquiez. Déjà, il y a une différence entre le trouble prémenstruel et le syndrome dysphorique prémenstruel. C'est, comme je viens de l'expliquer, entre la différence entre le baby blues et la dépression du postpartum. Le syndrome prémenstruel, c'est physiologique, ça va être une irritabilité pendant la phase lutéale, donc avant les règles.
et au moment où on va avoir ces règles, hop, les symptômes vont disparaître. Le trouble dysphorique prémenstruel, lui, il va toucher 5% des femmes et c'est vraiment un état qui est pathologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes de dépression qui vont être assez sévères et qui vont empêcher la femme d'aller travailler, de pouvoir s'occuper de la maison. Et ça, c'est vraiment assez peu pris en charge. Parce qu'elle consulte peu, vous dites. Bah oui, parce qu'on banalise finalement ces symptômes en disant elle va avoir ses règles, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être déprimée. Et en fait, non, c'est vraiment une dépression qu'il faut prendre en charge parce que ça peut avoir des conséquences assez importantes. Le syndrome prémenstruel, lui, il est beaucoup plus fréquent, c'est 20 à 50% des dames, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est entre 20 et c'est fréquent et il faut être attentif, mais c'est considéré comme physiologique. Alors, on pense qu'en fait, le cerveau, enfin, vous l'expliquez dans votre livre, vous dites des cellules du système nerveux central sécréteraient peut-être des ovaires, enfin des hormones, alors qu'on sait qu'habituellement, c'est plutôt les surrénales et les ovaires qui les sécrètent. Tout à fait. Donc, il y a une sécrétion endogène au sein du cerveau. Alors, les recherches n'est pas encore très claires pour savoir l'utilité de cette sécrétion endogène et ses effets sur le cerveau. Et donc, à la fois par les neurones et puis par la glie, ce qu'on appelle les cellules gliales qui sont autour des neurones et qui servent à communiquer, protéger les neurones. Et donc, cette sécrétion endogène, elle pourrait avoir des effets aussi sur les neurotransmetteurs, elle pourrait avoir des effets aussi sur les états mentaux. Vous pouvez nous dire un mot sur le rôle de la progestérone ou de son dérivé, l'allopregnanolone, qui est Donc, là aussi quelque chose de très important. C'est très important. Mais, enfin, vous expliquez, mais on n'est pas certain que ça explique totalement la dépression. Voilà, l'allopregnanolone donc, serait impliquée dans l'apparition des symptômes de baby blues ou de dépression du postpartum. Et c'est l'une des pistes actuellement donc qu'on a pour essayer de traiter ces dépressions qui sont quand même spécifiques. Et aux États-Unis, donc il y a un traitement qui est actuellement mis en place, un traitement antidépressif d'action rapide. Qui joue sur ce dérivé et donc on aimerait que ça se mette en place en France. Malheureusement, je pense que le traitement est un peu trop cher et donc il y a d'autres pistes qui sont actuellement en cours d'exploration et notamment le traitement par kétamine pour la dépression du postpartum. Traitement nouveau, on a vu chez les psychiatres effectivement l'utilisation de la kétamine à côté des IRS, enfin des produits classiques. Sur la période périnatale, donc je voudrais qu'on y revienne, vous dites il y a une culpabilité derrière parce que c'est pas la parenthèse enchantée que beaucoup de femmes espéraient. C'est ça, et c'est assez terrible parce que déjà, il y a une stigmatisation autour de la santé mentale, donc globalement, les gens vont peu consulter. Et en plus, au moment de cette période de la maternité où on est enceinte, on se doit, entre guillemets, d'être heureuse, où il y a une pression sociale qui est vraiment importante en France, et les femmes, du coup... Là, vous dites, elles sont à l'antithèse du récit social. Oui, c'est terrible. Oui. Et donc, il y a beaucoup de culpabilité d'aller consulter et de dire j'ai tout pour être heureuse, mais j'y arrive pas avec mon bébé, je suis triste comme la pierre. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment... Il faut qu'il y ait une libération de la parole parce que c'est une période qui est difficile. Et on parle beaucoup de la dépression du postpartum, mais il y a aussi de la dépression anténatale pendant donc la grossesse qui est aussi à prendre en charge parce qu'il peut y avoir un impact sur la suite, le déroulé de la grossesse. Là, elle est totalement méconnue du public. Là, vous l'écrivez, vous dites qu'elle est souvent confondue avec les troubles physiques de la grossesse ou négligée par la peur d'un médicament pour le fœtus. Donc, il ne faut pas consulter pour ne pas être mise sous traitement. C'est ça, il y a dans l'esprit de beaucoup de gens le fait qu'on ne peut pas prescrire de traitement pendant la grossesse, qui est faux. Il y a des traitements qu'on connaît depuis des années. On sait qu'il n'y a aucun risque pour le fœtus. Et parfois, vaut mieux prendre un traitement antidépresseur plutôt que se laisser déprimer, angoisser pendant la grossesse, où on sait que une femme stressée, elle va augmenter son taux de cortisol, et le cortisol, il va avoir des effets délétères et entraîner, par exemple, plus de retard de croissance intra-utérin ou favoriser des accouchements prématurés.
Ce que dit Lucie est primordial, c'est de ne plus voir uniquement la dépression comme un trouble psychologique, mais comme un trouble corporel avec une manifestation psychologique, comme de nombreux autres troubles. Et donc la dépression a des effets aussi sur le cœur, a des effets sur le corps des femmes. Et donc ces effets-là, il faut les éviter justement en traitant rapidement et bien. Vous l'expliquez dans votre livre, vous dites d'ailleurs, dans ces cas-là, le fœtus est vécu comme un corps étranger, quasiment. Ça peut arriver, oui, que le fœtus ne soit pas du tout investi. Et là, en termes d'attachement, c'est compliqué. C'est des patientes qu'il va falloir accompagner pour travailler l'investissement de la grossesse et le lien qui va se mettre en place après. Les modifications cérébrales qui apparaissent pendant la grossesse et qui expliquent peut-être les symptômes. Bah, les modifications cérébrales pendant la grossesse, elles sont Vous dites le très cerveau importantes. rapetisse. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des études qui ont montré qu'il pouvait y avoir une diminution du volume cérébral d'environ 5 à 15%, surtout donc la matière grise. Et cela ne veut pas dire qu'on perd de l'acuité intellectuelle, simplement que finalement, il va y avoir des réorganisations, il y a des connexions qui vont se faire, des zones qui vont s'activer, des zones de l'empathie, de la cognition sociale ou de tout ce qui est émotion. Et donc, finalement, le cerveau va devenir un cerveau maternel C'est ce que spécialisé, vous expliquez. surspécialisé. Vous dites le cerveau féminin devient maternel et il fonctionne un petit peu au ralenti. Vous parlez de la mamnésie ou le mommy brain. Alors, moi, je brain. pense qu'il faut surtout voir les choses de façon positive, c'est-à-dire que le cerveau maternel, il va acquérir de nouvelles compétences, et ça, c'est vraiment incroyable. Les femmes vont pouvoir mieux reconnaître, par exemple, les émotions sur le visage des personnes. Elles vont avoir une plus grande vigilance aux pleurs, aux cris des nouveau-nés. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Par contre, ces modifications cérébrales, elles peuvent entraîner, et ça, on l'a dit tout à l'heure, Hugo l'a dit, plus de vulnérabilité aux troubles anxieux et dépressifs, avec parfois ce qu'on appelle donc ce fameux mommy brain, avec une sensation de brouillard que peuvent décrire certaines mamans. Ouais. Fréquent, vous dites, c'est chez 4 femmes sur 5. Oui, mais c'est quelque chose qui se rétablit après l'accouchement. Il faut savoir que ces modifications cérébrales, elles vont créer une empreinte en fait sur le cerveau. Et ce qui est Vous assez dites chaque grossesse va créer Voilà. une empreinte et vous l'avez expliqué, vous dites finalement la maman après l'accouchement est plus sensible à son bébé et dit le papa lui laisse le bébé pleurer plus longtemps. Oui. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir que sur l'imagerie, on va pouvoir détecter des femmes qui ont eu des enfants de femmes qui n'en ont pas eu, et de voir même du nombre de grossesses qu'elles ont eues. Donc finalement, vraiment, la grossesse emprunte le cerveau et c'est assez incroyable. Bon, je crois qu'on a compris l'intérêt du dépistage, de la prise en charge, mais aussi de l'information, de la sensibilisation des femmes, parce que là, vous nous apportez quand même beaucoup d'informations. Donc les dames doivent en parler, et les médecins même s'informer. Voilà, et les professionnels doivent être peut-être mieux formés à la santé mentale et aux spécificités de la santé mentale au féminin. Et on continue d'en parler en deuxième partie de cet ouvrage, néo-sorti, la dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir. Et après la dépression, il y a toujours un petit anticyclone. Je suis persuadé que voilà, et vous allez nous raconter comment guérir de cette dépression. A tout de suite, vous restez avec nous sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
parti, mon cœur a déménagé. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. On est de retour pour la deuxième partie de Réfois, la dépression au féminin avec les docteurs Lucie Joly et Hugo Bottemann. On continue de parler puisque le sous-titre démystifier, comprendre, guérir. Comprendre, on comprend la dépression, mais comment est-ce qu'on peut s'apercevoir d'ailleurs que c'est une dépression ? Quelle est la différence entre dépression et déprime ? Alors pour vraiment, quand on a des symptômes qui nous font penser à la dépression, donc de la tristesse, un manque d'énergie, qu'on reste au lit toute la journée ou qu'on pleure très souvent, ou alors qu'on a une sensation de vide interne, il faut aller consulter le premier soignant qui est à notre disposition, donc le médecin généraliste si c'est le cas, une sage-femme pendant la grossesse, et c'est un professionnel de santé qui saura faire le diagnostic. Une fois que le diagnostic de dépression est fait, les médecins peuvent introduire un antidépresseur, pour les dépressions notamment d'intensité modérée à sévère, et pour les dépressions parfois plus légères, on peut faire sans antidépresseur, et ça c'est encore une fois, c'est une décision médicale qui doit être prise par un médecin spécialisé. Est-ce qu'il y a des dames qui ne seront tout au long de leur existence, pardon pour le que déprimées, c'est pas péjoratif, mais qui ne verseront jamais dans une forme de dépression ? Alors la dépression, ça doit être un trouble qui arrive par épisode. C'est-à-dire qu'on a des épisodes qui sont très prolongés, parfois on a des épisodes qui sont répétés, mais ça peut pas être un trouble général. C'est-à-dire c'est pas toute la vie où on a le même sentiment de dépression. Dans ce cas-là, on a d'autres types de troubles qui sont associés à ça. Donc c'est vraiment quelque chose avec un début et une fin. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on prend des antidépresseurs, il faut se dire que dans la majorité des cas, les antidépresseurs, on les prend sur une période limitée. C'est pas à vie, c'est pas un traitement à vie. Et donc ça, c'est très important pour rassurer aussi les auditeurs. C'est une maladie par épisode. Vous expliquez qu'en fait, la dépression, souvent, c'est 4 épisodes dans la vie, en moyenne. Ça peut être beaucoup plus. Mais... Ça peut être plus, et c'est vrai que chez les femmes, c'est très rythmé par cette valse des hormones dont on a parlé en première partie d'émission. Alors la différence entre la dépression au féminin et la dépression au masculin, pour emprunter un peu au langage littéraire, il y a des grandes héroïnes, Anna Karénine qui termine sa vie sous un train, Virginia Woolf avec des cailloux dans la poche, Emma Bovary. Est-ce qu'elle est déprécise, Emma Bovary ? Puisque je rappelle que quand même le fils du médecin Gustave Flaubert écrit un rôle où elle a un enfant, elle va faire de la lecture, elle lit, mais est-ce qu'elle s'ennuie seulement ou est-ce qu'elle est dépressive, Emma Bovary ? Est-ce qu'on arrive à apporter un diagnostic ? Alors il y a une règle en psychiatrie qui n'est pas toujours suivie, mais c'est de ne jamais faire de diagnostic sans avoir rencontré le patient. Donc, je ne pourrais pas vous répondre avec précision, mais en tout cas, c'est vrai que... Vous n'avez pas rencontré Madame Bovary. Mais son auteur était fils de médecin quand même, il aurait pu être médecin. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, très souvent, le suicide est associé uniquement à la dépression, ce qui est une erreur épidémiologique, puisqu'en fait, donc, on a 200 000 tentatives de suicide chaque année, environ 9 000 morts par suicide chaque année en France. Hein. Et en fait, les tentatives de suicide ne sont pas uniquement liées à la dépression. C'est-à-dire que la dépression est un facteur de risque de suicide. Ça augmente le risque de passer à l'acte, ça augmente aussi la gravité du passage à l'acte quand on est très déprimé. Mais c'est en aucun cas la seule cause de suicide. En fait, on a beaucoup d'autres causes de suicide qui peuvent être des causes socio-économiques, par exemple, qui peuvent être des causes réactionnelles à des conflits, réactionnelles à des suicides, réactionnelles à des suicides dans la famille, réactionnelles. Je suis en train de cocher là toutes les cases pour Emma Bovary. Socio-économique, elle a des problèmes d'argent. Ouais. Et quoi d'autre ? Et ça peut être aussi associé à des troubles de la personnalité. Typiquement, quand on dit des troubles de personnalité borderline, état limite, dans lequel on a plus d'impulsivité, une moins bonne régulation émotionnelle, et s'associe à des fluctuations de nos émotions qui ne sont pas forcément de la dépression, parce que ça ne dure pas 15 jours, comme on a pu le voir tout à l'heure. Bon, elle est dépressive parce qu'elle est borderline, elle s'est identifiée aux héroïnes dont elle a lu. Sur le suicide, juste une petite question, parce qu'elle finit aussi par se suicider dans le roman de Gustave Flaubert. La différence entre la dépression au féminin et masculin, on pourrait dire que la dépression au féminin est quelque chose d'un petit peu plus intériorisé, un peu plus rentré, alors que la dépression au masculin, c'est un peu plus violent. Ça part dans l'alcool, Il y a des symptômes de dépression qu'on va décrire comme classiques et on se réfère au manuel statistique et diagnostic, donc le DSM, pour poser le diagnostic de dépression. Après, en fonction de si on est une femme ou un homme, il va y avoir des caractéristiques un peu spécifiques. Chez la femme, il va y avoir plus de rumination anxieuse, par exemple,
plus de plaintes somatiques, de douleurs physiques, avec par exemple une pesanteur des membres inférieurs. Et pourtant, vous disiez tout à l'heure qu'elles extériorisaient plus. Donc, elles ruminent plus à l'intérieur et elles les extériorisent plus en même temps. Elles font les deux. Voilà, après, il peut y avoir plus d'accélération, d'agitation plutôt qu'un ralentissement dans la dépression classique. Chez les hommes, ça va être plus des dépressions qu'on va caractériser de colériques, par exemple, avec plus d'impulsivité, plus d'addiction, par exemple, des surinvestissements dans des domaines professionnels, par exemple. Et il y a une induction sur le mode de façon de faire lors du suicide, notamment où les femmes choisissent, on a entendu dire qu'elles choisissaient plus la forme médicament et les hommes quelque chose de plus violent. Il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes, il y a plus de mortalité du suicide chez l'homme, parce que en fait les moyens sont plus létaux, plus radicaux chez l'homme. Et donc ça va être des suicides par exemple par pendaison plus que chez la femme. La femme ou par arme à feu, alors que la femme c'est plutôt intoxication médicamenteuse avec des traitements. Donc en effet, c'est des modalités qui sont un petit peu différentes. Ça veut dire que c'est une clinique un peu différente aussi. On les traite pas de la même manière, on les prend pas en charge de la même manière. Et c'est important de faire cette différence parce que finalement, pendant des années, on a inclus les hommes dans des essais cliniques et on s'est basé sur cette clinique-là en pensant qu'en incluant les femmes, tout ce qui est hormonal allait biaiser les résultats. Et en fait, les fluctuations hormonales pourraient donc, biaiser les résultats. Voilà. Et donc en fait, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en les prenant en compte, on va mieux prendre en charge les femmes, on va mieux les traiter. Et c'est ce qui est en train d'être fait, et notamment par exemple en cardiologie, où on sait mieux identifier les facteurs de risque et la clinique de l'infarctus du myocarde, où on avait vu qu'il y avait un délai de prise en charge qui était très très différent en fonction de l'homme et de la femme, qui était diagnostic beaucoup plus tardif chez les dames. Voilà, et maintenant on le prend mieux en compte, et donc c'est beaucoup mieux traité. C'est pareil pour la dépression. On continue de balayer tous les spectres de la dépression. La dépression, c'est une affaire de poids. On sait que les femmes ont plus de masse graisseuse que les hommes. Alors, on ne peut pas dire que c'est une affaire de poids, mais en tout cas, c'est vrai que la masse graisseuse va jouer un peu sur l'inflammation. Et donc, on sait dans les hypothèses actuellement qu'il y a une hypothèse inflammatoire, avec l'idée notamment qu'il y a une inflammation plus grande dans le corps quand on est déprimé, et que l'inflammation va aussi générer des états qui peuvent être ceux de la dépression. Et donc, bien sûr, l'hypothèse adipeuse est associée à cette recherche-là. Mais il y a d'autres hypothèses. Il y a des gens qui vont avoir une inflammation plus généralisée aussi, due à leur alimentation, sans forcément avoir une prise de poids excessive, mais parce qu'ils ont une alimentation qui va être très inflammatoire. C'est ce qu'on appelle les alimentations de bas grade, enfin l'inflammation de bas grade. Exactement. Donc, ces gens qui prennent pas de poids, mais qui mangent pas très bien en termes de règles hygiéno-diététiques et qui vont avoir aussi un surrisque de dépression. Donc ça, il y a des recherches, tout un champ de recherche autour de ça, actuellement. Il y a des étapes de la vie qui sont importantes quand on parle de dépression au féminin. Vous avez parlé tout à l'heure d'une de ces premières étapes de la vie, la ménopause. Elle en fait également partie. C'est une étape charnière. Alors, c'est une étape charnière, mais on va briser un mythe. C'est pas la ménopause, mais bien la période de la préménopause, qui est le moment où on est plus à risque de faire une dépression. Entre 10 à 30% des femmes vont faire une dépression à cette période-là, où il va y avoir des fluctuations hormonales qui vont être très importantes. C'est un moment qui est un moment particulier dans la vie d'une femme, parce qu'au-delà de ces facteurs biologiques, c'est aussi un moment de transition. Oui, voilà, de transition où les enfants vont partir de la maison. Il va y avoir aussi une évolution au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment un moment particulier. Tout arrive en même temps. Oui. Voilà, tout se cumule et donc il y a plus de risques de faire une dépression à ce moment-là. Aux États-Unis, il y a un dépistage systématique qui est fait pour cette période de préménopause. Et vraiment, je pense qu'il faut que ça soit fait en France pour qu'on prenne en charge ces femmes qui sont dans des moments compliqués et où les troubles sont mis sur le compte de la fatigue, de la ménopause. C'est un moment aussi où il y a des modifications physiques qui se font. On va perdre ses cheveux, on va avoir des sueurs nocturnes, on va avoir des bouffées de chaleur. Et ça peut être vraiment très handicapant et c'est très banalisé dans la société. Alors, on l'a compris, c'est plurifactoriel. Est-ce qu'il y a une part de génétique dans
La Il- survenance de... Il y a une part de génétique, alors il y a tout un ensemble de gènes, alors c'est pas du tout notre spécialité, mais il y a des études qui sont faites par des équipes notamment qui font de la génétique en psychiatrie. Le problème, c'est que la génétique, elle va influencer la construction du cerveau, mais après, elle va être modifiée aussi tout au cours de notre vie par les expériences. Donc c'est pas une hypothèse génétique unique, c'est pas un seul gène, c'est la conjonction de facteurs génétiques qui donnent une vulnérabilité et de facteurs environnementaux. Et on passe tout de suite à la chronique du docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis. Et on reste dans le thème, bien sûr, puisque vous nous parlez cette semaine des réactions psychosomatiques quand une patiente vient faire un geste de chirurgie. Il peut se passer des choses au niveau de la psyché. Ah, cette excellente émission me fait quand même un petit peu peur parce qu'on se dit, être enceinte pour une femme, ça peut être une aventure délicate. Et en fait, pour nous chirurgiens, on voit quand même beaucoup de femmes qui ont été très heureuses de faire des enfants. Elles sont épanouies, mais elles viennent avec des complexes et parfois même une dépression parce que leur corps a changé et qu'elles pensent que c'est la grossesse qui les a atteints. D'ailleurs, souvent, on leur demande, c'est votre premier enfant, c'est votre deuxième enfant qui vous a abîmé. Et c'est vrai que la grossesse peut être une aventure terrifiante pour le corps de la femme, pas seulement au niveau du cerveau, d'où cette idée de psychosomatique. C'est-à-dire quand une femme, après sa grossesse, elle a allaité, et puis elle voit sa poitrine qui continue d'être tombante, parfois même qui se vide, quand elle voit les vergetures qui apparaissent, elle pourra plus se mettre en 2 pièces sur la plage, ou bien qu'elle a un gros ventre qui ne se rétracte pas, les muscles qui se sont écartés. Ces formes qui ont changé. Alors elle regarde ses enfants avec amour, mais elle se dit, petit père, qu'est-ce que tu m'as abîmé ? Et ce qu'elle intériorise à ce moment-là, cette souffrance, elle est très mal perçue par l'entourage. Parce que le mari, il dit, tu as fait 2 enfants, mais c'est très bien, je ne vois pas pourquoi tu irais en plus te faire couper en morceaux par un chirurgien. La famille les freine. Et donc il y a cette solitude renforcée de la femme qui a un problème de corps après sa grossesse, qui non seulement souffre de tout ce que vous avez si bien décrit, mais qui, devant le miroir, ne peut plus se supporter. Et alors, elle peut venir à ce moment-là consulter, et quand elle vient consulter, c'est un problème qui est difficile, parce que c'est rare qu'il y ait un seul endroit qui soit abîmé. Il y a toujours le cerveau qui est abîmé. Psychologiquement, ce sont des femmes qui souffrent, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si dans votre expérience, ces traitements que vous donnez, qui sont censés traiter la dépression endogène, arrivent à les calmer. Mais nous, quand on les voit, elles sont pressées. Une fois qu'elles sont là, il faudrait que tout se fasse en un temps. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a une opération très bizarre qui s'appelle le mummy makeover, c'est-à-dire la transformation de la mémère, si j'ose dire, et ces femmes demandaient qu'en une seule opération, on leur refasse la poitrine, on leur refasse le ventre, on leur fasse une liposuction, de façon à retrouver les formes qu'elles avaient avant leur grossesse. Et ce sont des opérations dangereuses, parce qu'on sait que si on fait plus de 4 heures d'intervention chez une patiente, les risques existent de phlébite, d'embolie, d'infection. Et ces femmes, elles étaient prêtes à encourir jusqu'à 12 heures d'opération. Il y a même des émissions à la télévision, on les voyait arriver, et après, c'était un peu comme Cannes. On les voyait descendre sur un tapis rouge, et la famille les attendait, et on les voyait radieuses, complètement transformées. Je trouve que c'est extrêmement exagéré. Ce n'est pas du tout ce que nous avons en Europe. On essaye de graduer un peu ces souffrances. Mais cette souffrance du corps de la femme doit être aussi comprise par les maris et comprise par la société et les médecins. Est-ce qu'il y a un délai à respecter, Vladimir ? Est-ce qu'il y a un temps qu'il faut respecter, il faut attendre après avoir accouché Excellente question, Nicolas, comme d'habitude. C'est vrai que quand les femmes viennent consulter, parfois elles viennent d'accoucher, elles sont encore en train d'allaiter, elles voudraient déjà être opérées. La règle, c'est qu'il faut attendre 1 an. Il faut attendre la fin de l'allaitement potentiel, il faut qu'elles fassent un petit peu de gymnastique, qu'elles aient fait le régime, qu'elles aient fait d'elles-mêmes la reprise en main de leur corps, et qui ne va pas tout arranger, mais qui va quand même stabiliser les choses. Et c'est une fois qu'elles se seront un petit peu... Donc vous ne les prenez pas en main, si je puis dire, avant 1 an ? Oui, il faut attendre 1 année, et à partir d'1 année, on peut faire un bilan de ce qui va rester comme problème, de voir si c'est des problèmes que l'on est susceptible d'améliorer par une opération ou non. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, mais cette année post-grossesse est un moment, je trouve, qu'il faut respecter. Si vous avez une réaction, c'est possible. Ouais, c'est sûr que dans le postpartum immédiat, de toute façon, il y a un tel ensemble d'émotions, de bouleversements que c'est toujours difficile. Je pense qu'en effet, il faut
Il faut attendre au maximum avant de faire des transformations physiques. Et d'autant plus que, alors il y a plusieurs études qui ont été faites sur la perception du corps et la dysmorphophobie qu'on peut avoir en lien avec la grossesse. Donc chez certaines femmes, bien sûr, il faut un suivi, je pense aussi psychologique, voire même psychiatrique pour celles qui le souhaitent, associé à cette perception altérée du corps. Quelle est, Vladimir, l'intervention la plus pratique? Alors, il y en a deux qui sont très, très pratiquées. Il y a d'une part la réparation des seins, parce qu'ils se sont vidés, ils sont devenus tombants. Et les femmes ne supportent pas cela, parce que c'est non seulement un signe d'avoir eu des enfants, mais d'avoir vieilli prématurément. C'est le côté « je suis devenue grand-mère en même temps que je suis devenue mère ». Mais j'ai des seins de mémé. Et donc ça, elles ne le supportent pas. Elles veulent une réparation, une remontée de la poitrine pour que cette poitrine puisse tenir, pas autant qu'une jeune fille, mais au moins me leur redonner l'impression qu'elles n'ont pas été totalement abîmées. Et le deuxième étage, c'est l'abdomen, avec deux problèmes qui sont très différents. Les vergetures, parce que les vergetures, c'est très compliqué. Il faudrait pouvoir les prévenir. Mais on ne peut pas imaginer à quel point la vergeture a une représentation mentale négative chez une femme. Cela, alors que finalement, pour les hommes, on s'en fiche complètement si notre femme a des vergetures au niveau de l'abdomen. Pour ces femmes-là, c'est un stigmate qui est insupportable. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de traitement miracle de la vergeture. Et le deuxième problème, c'est le ventre qui reste distendu, qui reste un peu tombant, pesant. Et là, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de faire une chirurgie assez lourde qu'on appelle une plastie abdominale. On a souvent parlé dans cette émission des prothèses mammaires, les fameuses PIP, PIP. Oui, c'est plutôt un cas qui est rare, dans le sens où il est rare que la poitrine se vide après une grossesse, d'autant plus que les femmes ont allaité. Mais les femmes qui n'avaient pas de poitrine avant, parfois, retrouvent une poitrine qu'elles vont conserver. 30% des femmes qui ont eu un enfant et qui n'avaient pas suffisamment de poitrine vont avoir une jolie poitrine après leur première grossesse. C'est pas beaucoup, 30%, mais c'est déjà ça. Et pour les autres, le fait que la poitrine se vide, là aussi, ça représente à peu près 30% des cas. Et donc là, elles demandent une augmentation de leur sein. Et actuellement, on a deux moyens de le corriger. Il y a d'une part, effectivement, les prothèses. Ces prothèses mammaires qui sont en gel de silicone, qui sont devenues fiables. Elles peuvent durer au moins une vingtaine d'années. Et on a un deuxième moyen qui est très écologique, qui est le lipofilling, c'est-à-dire le prélèvement de graisse sur la patiente elle-même. Cette graisse est filtrée, les cellules graisseuses sont isolées et elles sont réinjectées au niveau des seins pour redonner un petit peu plus d'ampleur et de volume à la poitrine qui aurait fondu. Et un dernier mot rapide, Vladimir, il y a également des réactions psychosomatiques après un lifting. Vous souhaitiez évoquer la fascite rétractile du visage. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là aussi, je voulais m'adresser aux psy que nous avons la chance d'avoir ici. C'est la démonstration physique pour nous du phénomène psychosomatique. Imaginez une femme de la soixantaine qui se fait opérer d'un lifting, qui est une opération rajeunissante du visage, et qui développe environ 6 semaines après cette intervention des sortes de rétractions en profondeur au niveau du visage. Et nos études ont montré qu'en fait, il s'agissait de femmes qui faisaient une dépression post-opératoire avec une condensation des fibroblastes en sous-cutané. C'est quelque chose qui est extrêmement étrange. On ne savait pas trop comment traiter. On a appris qu'il ne fallait pas les réopérer, que ce n'était pas indispensable de faire des massages, qu'on pouvait éventuellement injecter des anti-inflammatoires corticoïdes, et que c'est un cycle dans la vie de la femme qui, grâce à la psychothérapie et à la compréhension de la cause qui a entraîné cette réaction psychosomatique, va pouvoir lever en quelque sorte ces contractions qui sont profondes. C'est un phénomène très très étrange et qui pour nous chirurgiens dévoile l'existence réelle de la psychosomatique. Merci Vladimir, si vous souhaitez réagir, il n'y a pas de souci. Un mot alors sur une autre période à risque mentaux pour les femmes. Pour les femmes. Non, je voulais parler, pardonnez-moi, sur l'expérimentation des médicaments qui s'est faite chez les hommes précisément parce que leur statut hormonal était considéré comme plus stable. La testostérone peut être multiplié par 5, donc ça a été prouvé que c'était faux en fait. Oui, en effet, donc il y avait ce préjugé comme quoi il y avait des variations très fortes chez les femmes d'hormones, notamment progestérone, œstrogène, et que ce n'était pas le cas chez l'homme. Mais en fait, notre testostérone s'adapte à tout moment. Au cours d'une heure, par exemple, on a des adaptations assez drastiques de la testostérone, aux expériences, à nos actions, à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de vivre. Et donc chez l'homme aussi, on a des variations hormonales très importantes sur des temps très courts.
On en a parlé. En tout cas, alors qu'est-ce que sur cette dépression au féminin, on a parlé de démystifier, on a parlé de savoir l'apprivoiser, l'appréhender, la comprendre. Pour la guérir, cette dépression, vous aviez dit tout à l'heure, Hugo Botman, bien sûr, il faut mettre l'œil là-dessus, aller voir un praticien. C'est le praticien qui doit dire vers quelle forme de déprime ou de dépression je suis en train d'aller. Les signes qui doivent alerter, comment est-ce qu'on les repère? C'est pas évident. Donc déjà, les idées suicidaires, c'est l'urgence thérapeutique absolue, l'urgence de prise en charge. Donc dès qu'on a des idées suicidaires, il faut en parler. Alors si on a des proches de confiance et puis si on a des soignants auprès de soi, on peut aller aux urgences aussi pour des idées suicidaires quand elles sont présentes, pour être évalué notamment par un psychiatre ou à défaut dans certaines urgences qui n'en ont pas, par un médecin qui puisse nous prendre en charge. Et puis après, une idée suicidaire, c'est pas forcément une indication d'une hospitalisation. Parfois, on va être soulagé après un échange, on va être soulagé après la promesse de soins. Et puis, dans certains cas, il y a besoin d'une hospitalisation quand même. 10% des Français ont des pensées suicidaires chaque année, ce qui représente 200 000 tentatives par an, mais seulement 10% qui ont des pensées pour 8 ou 9 000 décès. Oui, tout à fait. Alors, les politiques de santé publique qui ont été mises en place, notamment le dispositif Vigilance, permettent d'avoir quand même une baisse du nombre de décès, de suicides par an. Il y a probablement d'autres causes. Et puis, il y a pas mal d'associations aussi qui se sont emparées de la question de la santé mentale au féminin. Enfin, Lucie milite avec l'association Donner des ailes pour la santé. Donc, l'association Donner des ailes à la santé, c'est vraiment une association qui fait un super travail et qui chaque année publie un baromètre pour évaluer la situation des femmes médecins à l'hôpital. Et les chiffres sont assez déconcertants. 8 médecins femmes sur 10 ont été victimes de discrimination à l'hôpital. 17% ont été victimes d'agressions sexuelles. Et dans la majorité des cas, malgré le fait d'avoir signalé à la hiérarchie, rien n'est mis en place. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, et notamment à l'hôpital public, pour aider les femmes. On voit que c'est une structure qui peine à s'adapter aux évolutions sociétales. Et donc, vraiment, il y a des choses à faire. Et c'est en train de bouger, on le voit, avec par exemple le mouvement MeToo à l'hôpital. Donc j'espère que ça va avancer. On a beaucoup parlé, docteur Joly, docteur Botman, de la désaffection de la contraception, de la pilule chez les jeunes femmes, avec la mise en place de moyens qu'on réservait, le dispositif intra-utérin. Il y a un lien entre contraception et dépression? Alors déjà, je voudrais dire que la contraception, c'est vraiment un moyen d'émancipation, et donc c'est important de garder ça en tête. Les études sont un peu contradictoires, c'est-à-dire que certaines montrent qu'il peut y avoir plus de troubles dépressifs en prenant un certain type de pilule et inversement. Donc je crois que c'est un champ de recherche qu'il faut continuer à explorer pour affiner les choses. Ce qui ressort, c'est que plus les pilules sont dosées, en tout cas, donc plus les taux d'hormones étaient importants, plus il y avait des effets sur les émotions. Donc c'est notamment, on a environ 40% des femmes qui disent qu'elles ressentent des effets émotionnels quand même de la prise d'une pilule. Après, ces effets émotionnels, donc notamment, ça peut être une plus grande labilité ou alors une sensation de baisse un peu de la réactivité émotionnelle, ne sont pas forcément liés à une dépression. Et donc, il faut aussi préserver la contraception et la contraception hormonale. Avoir une dépression en lien avec une pilule, il faut vraiment essayer d'éliminer tous les autres facteurs de risque avant d'arrêter cette pilule. Il faut en parler à son obstétricien, il faut en parler à son prescripteur avant de passer à autre chose. Ce que vous évoquiez là dans votre ouvrage, enfin vous l'expliquez, il y a plusieurs études, dont l'étude suédoise, là, les conclusions là sont un petit peu inquiétantes, je dirais. Augmentation de 73% du risque de dépression au cours des 2 premières années d'utilisation. En effet, il y a eu une littérature qui a été croissante depuis les années 2000 notamment, qui a recherché d'un point de vue épidémiologique dans des grands échantillons de population des signes entre l'association de la pilule œstroprogestative, notamment la plus classique, et des signes de dépression. Donc ces études ont fait des signaux d'alerte, mais en tout cas ces signaux d'alerte ne constituent pas aujourd'hui des preuves suffisantes pour faire des recommandations. D'ailleurs, les sociétés savantes américaines n'ont pas fait de recommandations pour l'arrêt de la pilule dans le cas de dépression
ou pour un changement de contraception quand il y a une dépression qui survient. Il y a certaines femmes, même notamment on parlait du trouble dysphorique prémenstruel, qui ont des variations émotionnelles qui sont améliorées par la pilule. Donc il y a certaines formes de dépression qui vont même être améliorées. Il y a des effets un peu comme ça qui sont un peu inattendus. Et puis on sait notamment quand on prend la pilule très jeune, donc notamment vers 13 ans, il y a un peu plus de risque de faire une dépression au cours de la vie entière. Et encore une fois, il faut défendre la contraception aussi chez les adolescents quand c'est nécessaire. Alors on l'a vu tout au long de cette émission, il y a des moments, il y a des étapes de la vie d'une femme qui présente plus ou moins un risque. Voilà. Juste, ce sera la dernière question. Après 50 ans, après 60 ans, la dépression chez les femmes de ces âges-là, comment elle se manifeste ? Alors elle a tendance à revenir, on a tendance à revenir à des niveaux de dépression qui sont à peu près similaires à l'homme, mais avec quand même une prévalence plus importante chez la femme, et des symptômes qui vont être des symptômes plutôt de dépression du sujet âgé, et donc pas forcément les mêmes différences qu'on a au cours de la vie. Et pour le reste, on se confiera à la lecture de cet ouvrage, La dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir. Ce sont les trois entités, les trois sous-titres de cet ouvrage paru aux éditions du Rocher. Merci Dr Lucie Joly. Merci. Merci Dr Hugo Bottmann Merci d'être beaucoup. venu nous rendre visite. Merci Dr Serge Rafal, Dr Vladimir Mitz et Serge Surpin était à la réalisation. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Réfois, le magazine qu'il vous faut. À la semaine prochaine. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal.